Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire dédié donc à l'évolution de Dastra en 2026. Donc j'ai le plaisir et l'honneur de réaliser aujourd'hui cette présentation en présence de Jérôme de Mercey. Donc rapidement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je suis comme Jérôme un cofondateur de Dastra. Donc que nous avons commencé l'aventure maintenant il y a déjà très longtemps, hein. Les premières lignes de code datent de 2017. Je te laisse rapidement te présenter, Jérôme. Oui, bonjour à tous. Donc, Jérôme de Mercey. Moi, je suis en charge de l'accompagnement des clients chez Dastra et donc juriste de formation. J'ai plutôt un parcours RGPD CNIL ravi d'être là et je vous souhaite à tous en tout cas une bonne année pour si on ne s'est pas déjà vu parmi vous. On est ravis de vous avoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui est un jour un petit peu particulier pour nous, puisque nous avons, à l'occasion de la journée internationale de la protection des données, hein, donc le 28 janvier, ça ne vous a peut-être pas échappé, décidé de sortir un nouveau module qui s'appelle conformité et qui représente une étape très importante pour nous, mais aussi, je pense, pour la profession des DPO, mais ainsi que toutes les personnes, tous les professionnels en charge de la protection des données, hein, pas que forcément les DPO. Euh, et à l'occasion justement de cette journée, nous avons sorti également ce module hier. Donc vous avez depuis ce matin, pour ceux et celles qui font la demande, la possibilité de tester ce nouveau module. Mais aujourd'hui, nous souhaitions faire cette webinaire avec Jérôme, tous les deux, pour vous expliquer un petit peu pourquoi nous avons décidé de faire ce module, quel est le contexte, quelle est la logique derrière cette sortie, qui est finalement le nouveau module de Dastra, mais le dernier module date quand même de 2024 avec la partie système d'IA, mais ça fait quasiment un an que nous n'avions pas sorti de nouveau module. Nous travaillions évidemment euh, de notre côté pour fignoler justement cette évolution qui est assez importante. Donc, nous avons vraiment l'immense chance et l'immense honneur aujourd'hui de vous en parler. Donc, nous avons 45 minutes. Notre objectif pour aujourd'hui, c'est de rappeler pour ceux et celles qui ne connaissent pas finalement ce qu'est Dastra, qui sommes-nous. On ne va pas forcément aller trop dans le détail aujourd'hui, hein, mais une petite piqûre de rappel pour ceux et celles qui nous suivent depuis longtemps avec quelques chiffres aussi actualisés pour peut-être vous donner un aperçu actualisé de ce que nous faisons et qui nous sommes aujourd'hui. Ensuite, nous souhaitons aborder avec vous finalement un sujet qui est peut-être pas très connu, ou en tout cas euh, avec notre prisme, apporter un petit peu notre pierre à l'édifice dans la compréhension des enjeux de conformité aux données. Donc on parle bien de conformité aux données, hein, et pas toute la conformité. Vous savez qu'il y a énormément de conformité dans le monde aujourd'hui. Eh bien, nous, on voudrait parler de la conformité aux données. C'est quelque chose qu'on fait finalement depuis toujours. Et aujourd'hui, on va lui donner une saveur, un sens nouveau, à la lumière aussi des différentes évolutions contextuelles, sociétales, mais aussi des autorités de protection de données sur ce sujet. Puis faire ensuite, en troisième point, un focus justement sur ce nouveau module compliance de Dastra, vous expliquer un petit peu les grands principes de fonctionnement, et enfin vous apporter un petit aperçu de celui-ci. Ce ne sera pas une démonstration dans le sens où on ne va pas vous montrer l'intégralité de ce module. On pense que finalement, voilà, chaque entreprise est différente, chaque organisation le fait un peu différemment. Donc, si vous souhaitez par la suite en savoir plus, eh bien, vous pouvez prendre contact avec nous pour vous prendre un rendez-vous et vous montrer un peu plus en détail ce module et comment il pourrait s'inscrire finalement dans votre contexte. Mais aujourd'hui, voilà, on va rester vraiment high level, un petit peu à haut niveau. Voilà. Est-ce que tout est bon de ton côté, Jérôme? On peut commencer. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, rappel de Dastra. Donc, je disais en introduction,
d'Astra, on est là maintenant depuis longtemps dans le périmètre, dans l'écosystème. La sortie, la création d'Astra officielle date de 2020, mais voilà, je vous disais, ça fait déjà presque 10 ans hein, que nous, on travaille sur ce sujet. Et ça ne vous a peut-être pas échappé, mais nous avons sorti énormément de modules au fil des ans. Nous avons sorti en 2025, fait la plus grosse levée de fonds en France hein, dans le sujet de la protection des données. Nous avons constamment amélioré notre offre pour suivre l'évolution du métier de DPO notamment, mais surtout en apportant des nouvelles fonctionnalités qui nous semblent répondre aux problématiques pas toujours évidentes de ce métier de DPO et de professionnels en protection des données. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une nouveauté qui est une nouvelle brique, un nouvel étage à cette fusée qu'est d'Astra, qui est la conformité. Donc, c'est ça vraiment qu'on voulait parler aujourd'hui. Et donc, c'est un élément très important pour nous et on est ravis de vous le présenter. Quelques chiffres clés sur Dastra. Aujourd'hui, Dastra, c'est quasiment 500 clients, organisations clientes, avec plus maintenant de 5000 entités légales clientes réparties sur plusieurs pays, avec jusqu'à 20 000 utilisateurs dans le monde, pas que en France, pas qu'en Europe, 35 salariés et 9 langues supportées. Donc vous voyez que aujourd'hui, Dastra se positionne, en tout cas nous avons l'ambition de nous positionner comme un acteur de référence en Europe sur ce sujet. Et on se conçoit différemment, peut-être de ce que vous connaissez, dans le sens où nous nous positionnons, et nous avons toujours souhaité cela, nous, chez Dastra, faire gagner beaucoup de temps, finalement, pour les équipes de conformité aux données. Et comment? Eh bien, en permettant aux organisations d'unifier toutes les informations qui existent déjà, ne pas recommencer de zéro un fichier Excel, mais réutiliser finalement les informations, de tous les centraliser, d'aligner les différentes professions pour permettre finalement au DPO et à toutes les personnes concernées de travailler en collaboration avec les autres fonctions de l'entreprise, les métiers, les relais, etc. Donc, un étage d'unification, un étage également d'expérience utilisateur très simple, très intuitive, qui permettent finalement d'embarquer le maximum de personnes, tout en proposant des fonctionnalités parfois très pratiques qui peuvent faire gagner beaucoup de temps dans la mise à jour. Je pense par exemple aux actions en masse, les workflows, etc. Mais aussi avoir une espèce de connectivité qui vous permet justement de faire des choses qui ne sont pas forcément possibles avec une approche très rigide, une personnalisation avancée qui permet finalement de s'adapter au contexte de toutes les organisations. Et on pense que c'est vraiment ça la recette de Dastra, c'est d'essayer d'apporter la meilleure valeur ajoutée, la plus rapide pour les organisations dans le temps long, hein, en considérant que voilà, c'est pas un projet, c'est quelque chose qui se fait dans la durée, la conformité, et donc il faut prendre en compte l'intégralité des personnes, des processus qui dépassent de loin finalement la fonction du DPO. Voilà, et donc Dastra se conçoit comme une plateforme de conformité aux données. Donc ce n'est pas un logiciel RGPD, en tout cas nous on ne parle plus de logiciel RGPD. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'une plateforme n'est pas un logiciel. Une plateforme, c'est une vocation beaucoup plus large de centraliser et d'être finalement un espace de conformité, mais qui concerne toute l'entreprise. Hein, depuis, quand on prend les demandes de droit, hein, bah, voilà, vraiment, ça peut être une personne au guichet de l'entreprise qui doit réceptionner une demande, et ça doit aller jusqu'au DPO, jusqu'au décideur. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large qu'un simple logiciel de registre des traitements. On a eu une évolution importante sur l'IA Act, hein, donc le règlement sur l'IRA, sur l'IA, le métier du DPO évolue, et donc c'est vraiment dans cette logique que nous nous plaçons. Et donc cette plateforme, hein, et je vais arrêter là la présentation de Dastra, le rappel, elle est vraiment là pour ça. C'est vraiment de tout unifier, les informations, que ce soit sur les traitements, mais aussi peut-être côté informatique, les actifs logiciels, côté achat, les vendors, peut-être côté data, les catalogues de données. Je parle vraiment, ça c'est plutôt pour les grandes structures, hein. Mais voilà, permettre vraiment au maximum de simplifier la gestion de la conformité dans le temps long.
et pas juste en mode projet. Donc ça vraiment, ça c'est notre ADN, c'est la plateforme d'Astra. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé de lancer ce module conformité. Et donc avant de vous le présenter, nous souhaitions peut-être faire un petit rappel sur ce qu'est la conformité aux données et pourquoi maintenant. Donc Jérôme, je te laisse la parole sur cette partie. Je te laisse avancer pour rappeler peut-être un peu le contexte. Oui, merci. Ce qui est vrai, que c'est important de repréciser ça. Et aujourd'hui, c'est une date d'anniversaire, le 28 janvier, parce que vous savez, c'est l'entrée à la signature de la Convention 108, hein, qui est vraiment le premier traité international sur la protection des données. Ce sujet de la protection des données, il a commencé un peu à émerger dans les années 80. Il a commencé à prendre beaucoup plus de place aujourd'hui parce que on multiplie les données et on multiplie les enjeux autour des données, hein. Et donc, ce qu'on voit, c'est que on s'est beaucoup concentré ces dernières années sur aussi l'aspect sécurité, parce que c'est l'aspect le plus visible, mais que la réglementation aujourd'hui se fait dans un ensemble beaucoup plus cohérent qui va emporter plus d'exigences sur l'utilisation de la donnée. On connaît tous bien évidemment nos règles de protection des données, le RGPD. On a évidemment aussi plus de règles spécifiques comme le règlement IA. On a des règles sur la cybersécurité. On a des règles sur l'utilisation par les grandes plateformes, sur la concurrence, sur les différents éléments sectoriels. Mais surtout, on a aussi une nouvelle approche de la réglementation à travers la donnée aujourd'hui, qui est une approche qui vient un peu du monde anglo-saxon, ce qu'on appelle un peu la compliance, hein, le droit de la compliance, pour ceux qui connaissent aussi et qui connaissent Marianne Frison-Roche, qui a un peu développé ce sujet-là. Donc, de la compliance, du droit de la compliance, c'est aussi le fait de se responsabiliser dans sa conformité aux normes, aux règles, et donc d'avoir aussi de plus en plus de normes internes qui doivent être mises en place pour assurer le respect de la règle de droit et donc le bien vivre ensemble dans notre société. Cette conformité, donc autour des données, elle se traduit par tout un panel donc de réglementations qui sont aujourd'hui beaucoup portées par l'Europe, on l'a vu, qui sont aussi portées à des niveaux plus restreints, je dirais, au niveau des autorités de réglementation, de régulation, que ce soit la CNIL, que ce soit les différentes autorités qui vont publier donc ce qu'on appelle du droit souple, voilà. Et puis également d'autres règles qui sortent du cadre européen, que ce soit des règles donc d'autres États, d'autres pays qui sont qui vont toucher la donnée. On voit bien là-dessus que eh bien l'interréglementation, on va dire, est très importante sur ce sujet. Et Donc, d'ailleurs, si tu veux, si ouais. je me permets, quand on regarde les 10 dernières années, hein, uniquement la stratégie européenne des données, qui a commencé avec le RGPD, bah, elle s'est étoffée considérablement. Et peut-être que l'évolution en cours de réflexion au niveau européen concernant le package Omnibus, bah, on voit qu'ils traitent plusieurs conformités d'un coup, parce qu'ils essayent finalement d'apporter, on peut critiquer, etc., mais il y a quand même une tentative de finalement faire vivre ensemble toutes ces réglementations, un peu mieux qu'aujourd'hui, qui aujourd'hui peuvent être un peu perçues voilà, de manière silotée. Et donc finalement, il y a cette prise de conscience aussi au niveau européen que ça fait beaucoup, qu'il y ait beaucoup de normes et que bah, elles doivent aussi s'inscrire dans une matière commune et donc, évidemment, il y a quand même plus de normes qu'avant, mais elles doivent peut-être aussi mieux travailler ensemble. Et donc, on pourrait faire des conjectures hein, sur les années à venir, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment voilà, de retrouver un petit peu le sens originel et de se rendre compte que, effectivement, les ponts entre le sujet de la protection des données et d'autres matières, comme la cybersécurité, historiquement aussi très présentes, hein, qui n'ont pas attendu hein, le RGPD pour travailler, hein, les responsables de la sécurité des systèmes d'information
mais c'est un peu comme une excroissance, et en même temps, c'est très spécifique, la protection des données, puisqu'on n'a pas tout à fait le même point de vue, pas tout à fait les mêmes obligations, les mêmes intérêts, et donc c'est complémentaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est juste de se rendre compte, de prendre un peu de recul sur cette évolution, et ce qui est certain, c'est que c'est de plus en plus complexe pour s'y retrouver. Euh, et donc aujourd'hui, beaucoup de professionnels sont confrontés à des choix. Sur quoi je pense par l'exemple de l'IA Act. Eh bien, l'IA Act, aujourd'hui, beaucoup de DPO se disent, déjà, faisons bien le RGPD, on verra après. Or, le calendrier s'accélère. Donc, voilà, il y a beaucoup de choix, et parfois, c'est dommage de faire finalement des renoncements sur certains types de réglementation. Voilà. Donc, je te laisse continuer, Jérôme. Oui, alors c'est vrai hein, que il y a énormément de réglementation et parfois on s'y perd un peu. C'est un peu toujours le sujet qui revient ces dernières années, cette volonté de simplification portée par l'Union européenne, à cette vertu aussi parfois d'essayer d'apporter un peu parfois de mutualisation de certaines règles, un peu plus de lisibilité, même si bon parfois on voit que c'est pas toujours ce sera pas toujours plus simple, surtout parce que on touche parfois un peu à des sujets, on pense au RGPD euh, ou parfois on va se poser plus de questions que on aura de réponses. On pense notamment à la définition des données personnelles, qui est un grand sujet en ce moment. Alors aujourd'hui, ce panel de réglementation, vous avez ici un exemple un peu de ce qu'on peut retrouver à la fois au niveau européen, mais aussi à des adaptations au niveau local, national, que ce soit en France, mais aussi dans chaque finalement État membre de l'Union européenne, voire même donc des autres pays. Hein. On pense évidemment à l'Angleterre, on pense pourquoi pas aux États-Unis, mais aussi aux règles d'autres continents dans notre monde, qui vont forcément avoir des impacts sur notre approche, notre conformité à la donnée. Ça veut dire que finalement, tous ces sujets-là de réglementation, il faut les avoir en tête. Il faut les avoir en tête. Enfin, il faut déjà savoir est-ce que ça s'applique. Il faut savoir aussi finalement que qui s'en occupe. Et donc, ce qu'on a vu souvent, c'est que ben, les gens sont un peu justement silotés. Parfois, on va avoir telle réglementation qui va être plutôt portée par une ligne métier dans une entreprise. Le RGPD, ce sera beaucoup le socle des équipes privacy, l'équipe DPO. On a vraiment ces distinguos entre souvent la cyber et le RGPD, mais aujourd'hui, on voit qu'on peut plus faire deux silos pour avancer là-dessus. Hein. Ça, c'est notre discours qu'on tient aussi depuis très longtemps, cette convergence des métiers entre, donc en tout cas entre les objectifs, entre les DPO et les RSSI, parce que aussi on voit les règles et la matière première qui est la donnée, c'est toujours la même, et c'est ça que on doit, c'est ça sur ce qu'on doit évaluer, qu'on doit protéger. Donc, on a un socle européen, un socle français, un socle multinational. Comment arriver à trouver aussi de la convergence dans finalement l'opérationnel dedans? Comment on va pouvoir aussi se dire qu'est-ce que je travaille sur la conformité de cet usage des données, mais j'ai aussi d'autres personnes qui vont travailler sur ce même sujet-là. Donc, comment collaborer? Comment arriver à trouver des ponts pour que on arrive à répondre à cette besoin réglementaire où on n'a pas le choix et pouvoir aussi maintenir une efficacité opérationnelle. Et c'est le Vous cas avez notamment également, de la ah partie ouais, IA. Hein. ouais, Effectivement, je prends deux secondes, allez-y. mais la partie IA, effectivement, euh, c'est un exemple, hein, d'une nouvelle organisation très importante, qui a pour particularité d'être perlée, hein, c'est-à-dire qu'il y a des obligations au fur et à mesure. Alors, la date de mise en entrée en application des obligations sur le système d'IA à risque, notamment l'annexe 3, euh, qui était initialement prévue pour entrer en application le 2 août de cette année, finalement sera probablement décalé fin 2027. Mais on voit que voilà, c'est un exemple, hein, du fait qu'au sein même d'une réglementation, et on sait qu'il y en a beaucoup, les exigences évoluent. Donc,
Donc finalement, il y a ce nombre de réglementations, mais au sein même d'une réglementation, il y a des évolutions qu'il faut prendre en compte et pas juste au moment de le déploiement d'une nouvelle réglementation comme le RIA, mais aussi les évolutions des anciennes, hein. Donc voilà, l'omnibus, c'est un bon exemple pour ça, pour avoir une revue du RGPD. Donc on a une augmentation de la conformité, mais aussi un rythme d'évolution des conformités existantes qui s'accélère. Et donc, il y a tout ça à prendre en compte finalement dans le sujet de la conformité. Et d'ailleurs, pour répondre à cette complexité croissante, les autorités ont introduit un certain nombre d'instruments. Jérôme, je te laisse reprendre la main. Oui, et ça, c'est un élément hyper intéressant parce que c'est tout récent. Vous avez peut-être vu passer ça sur le site de la CNIL, mais la CNIL, depuis maintenant quelques années, c'est aussi doté d'un service des outils de la conformité. C'est aussi donc mise dans une position de réponse face à cet environnement complexe réglementaire, multi-réglementaire, où la CNIL essaie aussi d'avoir son approche un peu plus centralisée et de pouvoir apporter des réponses communes à des exigences réglementaires de part et d'autre. Mais surtout, elle a aussi son travail propre normatif, et on voit le travail normatif ici qu'elle a montré, à la fois pour elle, mais aussi pour chaque autorité de régulation européenne. Il y a deux éléments importants dans la normalisation et donc ce travail de conformité qui doivent être pris en considération, ici qui sont portés par le RGPD et qui n'ont pas jusque-là eu beaucoup d'effets depuis l'entrée en application du RGPD. Mais en tout cas, c'est nous, et nous, on est persuadés, c'est vraiment le sujet qui prend l'ampleur, qui est mis sur le devant de la scène. Par exemple, suite à la mise sur le projet de réforme européenne sur le RGPD, promeut encore plus ces nouveaux mécanismes, ces mécanismes de conformité, qui sont les premières certifications, donc des certifications des traitements, ou des codes de conduite sectoriels. Tout l'enjeu de la compliance, de la conformité de manière générale, et de l'accountability, c'est de prouver que ce que l'on met en place répond aux règles, donc qui sont les règles générales, et qu'on a suffisamment mis en place de processus en interne. Donc pour cela, on se dote d'instruments, de la certification des codes de conduite. Et les cartes ici qui sont présentées, et qui est le travail de la CNIL qu'on peut saluer, montrent qu'il y a déjà quand même quelques éléments qui sont existants. Pour la France, par exemple, vous avez déjà 3 codes de conduite, donc 2 codes de conduite qui sont publiés, dont un qui est à venir sur l'Alliance du commerce, c'est intéressant, qui vont encadrer, qui vont permettre à des secteurs d'activité de pouvoir structurer leur conformité au RGPD. Et puis, vous avez également des systèmes de certification. Les certifications, on aura certainement l'occasion de reparler, hein, vous en avez déjà quelques-unes qui existent. Celle que vous connaissez bien, généralement, c'est la certification des DPO, la certification des prestataires de formation au RGPD, qui ne sont pas, pour le coup, des certifications RGPD en tant que telles, mais qui sont des certifications nationales françaises, qui dépendent de la loi informatique et liberté. Mais vous avez quand même des certifications européennes qui vont permettre de prouver la conformité au RGPD et donc aussi d'être prises en considération éventuellement lors de contrôles, lors de sanctions. Ce sont donc cette première certification des sous-traitants que la CNIL porte, qui est en cours, et une certification aussi portée par le cabinet d'avocats Lexing, donc pour les responsables de traitement, de la même manière, qui a été approuvée et qui maintenant doit rentrer dans une phase d'entrée en application. Et il y a d'autres mécanismes, vous avez vu, au niveau européen, que ce soit au niveau des autorités ou au niveau des organismes sectoriels. Vous avez au Luxembourg l'autorité de protection des données qui délivre aussi des certifications sur des traitements qui s'appelle CARPA. Vous avez aussi un organisme qui s'appelle EuroPrivacy, dont vous avez peut-être aussi entendu parler, qui a délivré, qui a été le premier mécanisme de certification labellisé européen, qui permet de faire certifier
ces traitements de données à caractère personnel. Donc la tendance ici que l'on voit, c'est que ces mécanismes de code de conduite ou de certification, qui sont des mécanismes plus proches du terrain, parce qu'ils répondent à des besoins des organisations, de contextualiser la norme. Eh bien, ces mécanismes, on le voit, prennent de plus en plus d'ampleur. Donc, comment on peut apporter une réponse à justement ce besoin, d'une part, de piloter des codes de conduite, de piloter des certifications, de piloter tout simplement le respect d'une norme, que ce soit réglementaire ou à un niveau de droit souple qui est ici. Les Oui, normes, vous les connaissez bien, hein, et je te laisse après la parole. On a parlé de certification, mais vous avez aussi tous les autres instruments qui sont publiés par les autorités, que ce soit des guides, des référentiels de la CNIL, etc., des recommandations, des lignes directrices qui font aussi office eh bien, de canevas pour eh bien, attester de sa conformité. oui, et je rajoute, hein, pour rappel, l'article 42 du RGPD parle des mécanismes de certification. Alors, c'est des choses qu'on connaît, enfin pas forcément, hein, mais je vous incite à aller relire l'article 42, parce que, en fait, dès sa conception, le RGPD prévoyait Mm. et prévoit toujours la mise en place de mécanismes de certification, de labels ou de marques de protection de données, et qui d'ailleurs s'inscrivent en lien avec l'article 92 sur l'exercice de la délégation. Et donc, il y a dès le début en fait du RGPD un aspect qui avait été prévu pour prendre en compte ce sujet de la certification, qui ne dispense évidemment pas d'une responsabilité juridique, hein, en cas de non-conformité, mais qui peuvent être prises en compte dans le cadre, Jérôme, tu l'évoquais, peut-être d'un contrôle, un contrôle de la CNIL. Ah bah tiens, vous êtes certifié, peut-être que vous êtes en brèche avec la loi, avec le RGPD, mais le fait que vous êtes certifié avec un organisme officiel, hein, et donc là, Europa ici, c'était le premier, je crois qu'il y en a d'autres maintenant qui arrivent, euh, eh bien, euh, eh bien, c'est des choses qui sont prises en compte aussi au moment où les autorités décident des suites à donner des contrôles. Donc, c'est quand même des éléments très importants qui ont été peut-être jusqu'à présent assez peu utilisés, peut-être parce que finalement, ce sont des cadres de conformité qui peuvent être parfois un peu difficiles à comprendre, un peu compliqués à faire à la main. Et donc, vous nous voyez venir, on va pouvoir simplifier tout ça évidemment avec Dastra. Mais il faut bien aussi se rendre compte que ces cadres de réglementaires sont un peu différents dans leur approche que des cadres réglementaires classiques, comme je pense aux normes ISO, par exemple. Et les normes ISO sont des normes, des cadres organisationnels. C'est toute l'entreprise, toute l'organisation qui va se certifier. Ici, on parle de cadres réglementaires un peu différents, dont l'objet peuvent être des traitements, par exemple des traitements individuels. On va certifier un traitement. Dans l'IA, dans le RIA, il y a cette notion aussi de marque, de produit, une approche un peu plus produit où on va vouloir certifier un système d'IA et non pas toute l'organisation. Donc voilà, dans la perspective et peut-être par rapport à ce qui est déjà connu chez d'autres acteurs, les normes ISO, l'argumentaire, c'est déjà connu, mais là on a quelque chose qui est totalement spécifique finalement au monde de la protection des données, et qui est aujourd'hui d'actualité, puisque c'est poussé vraiment par les autorités pour justement avoir des démarches un peu standardisées, mais aussi auditées. Je rappelle que dans le cadre du RIA, il y a une augmentation de surveillance post-marché, hein, qui nécessite beaucoup plus de contrôle en fait, hein. Donc l'enjeu, c'est pas juste un projet, on se met en conformité, mais c'est derrière comment faire pour s'organiser, pour qu'il y ait des contrôles tous les ans, au minima, voire plus souvent lorsque les risques le justifient, et de se dire bah, par rapport à tel cadre, bah, où est-ce que j'en suis. Et donc c'est vraiment ça, si vous voulez, qu'on constate, et c'est le problème sur lequel que nous, on veut se positionner chez Dastra. Et d'ailleurs, le processus de certification, et donc là, c'est un peu différent de la conformité, hein, au sens où on peut se conformer à un cadre, mais le choix de se certifier vis-à-vis de ce cadre, c'est un choix encore plus engageant finalement pour une entreprise. Euh, la certification ISO 42000 pour le RIA, c'est donc comme on met en place un système de management des systèmes d'IA. Il y a aussi également la norme ISO 27701
comment on met en place un système de management de la vie privée. C'est des choses qui ne sont pas forcément très développées encore, mais nous, chez Dastra, nous sommes certifiés en 2025 ISO 27701, et c'était relativement simple. À partir du moment où on a Dastra, en fait, Dastra, c'est un système de management de la vie privée de base. Donc, si vous avez Dastra, c'est très facile d'être certifié ISO 27701, à condition toutefois d'être déjà certifié ISO 27001, donc sur la partie cyber, puisque Qui a changé maintenant dans la nouvelle version. Alors, merci, mais c'est une extension. Donc, voilà, je vous incite à aller voir si parmi vous, vous avez déjà Dastra, finalement, 27001, 27701, c'est atteignable très facilement. Et ça peut être un atout aussi de réassurance auprès des clients ou des patients de vos clients et des organisations que vous représentez. Et donc, finalement, quand on se penche la question, mais comment ça se fait que si peu de personnes, si peu d'organisations soient rentrées dans cette logique de certification, eh bien, nous, on pense que ce processus de certification est aujourd'hui trop complexe. En fait, comment ça se passe? Et ça coûte très cher, hein, mais ce qui coûte cher, et là on a pris l'exemple d'EuroPrivacy, parce qu'il se trouve que nous sommes depuis peu officiellement reconnus par EuroPrivacy comme un partenaire technologique officiel. Et donc, Dastra est autorisé maintenant à promouvoir ce mécanisme de certification officiellement reconnu par l'Europe, par les autorités européennes. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Mais il faut bien se rendre compte que peu de sociétés, peu d'entreprises, peu d'organisations, publiques ou privées, se sont lancées là-dedans. Et parce qu'il est vrai que c'est un peu lourd aujourd'hui, restons honnêtes. On fait tout à la main dans les fichiers Excel, ça nécessite une intervention souvent et pour des bonnes raisons d'une brique conseil. Et je crois que si parmi vous il y a des DPO externes, je pense que c'est un sujet très important d'accompagner les organisations dans cette logique de conformité, puisque on ne lance pas une demande de certification sans préparation, et que ça nécessite tout de même de faire un certain nombre de tâches prérequises, comme la découverte des données, la vérification des contrôles, de faire potentiellement des analyses de risque, de faire des campagnes de tests, vérifier que cette conformité elle est à jour, et on va demander une certification quand on est prêt, en fait. Donc ce travail préparatoire, il peut être fait par des sociétés de conseil, et lorsqu'on enclenche finalement ce processus de certification, eh bien, on a une étape d'application, on candidate, il y a une vérification qui est faite, un audit, et il y a potentiellement des écarts qui sont identifiés. Donc l'organisme de certification ne va pas forcément vous dire vous n'êtes pas certifié, voilà, ça vous a coûté un certain montant, oui, il y a un tout petit écart, donc on ne peut pas vous délivrer la certification. Non, ils vont vous donner du temps pour faire des corrections et ensuite prendre une décision sur cette certification. Donc c'est intéressant de revenir sur cette démarche de la certification, parce qu'on se comprend que lorsqu'on veut faire de la conformité, eh bien, on peut aller sur cette certification, on n'est pas obligé. Mais si on atteint cette certification, ça peut être vraiment très intéressant pour finalement faire passer de ce sujet de protection des données, eh bien, tout simplement au board de l'entreprise. Beaucoup de DPO et de professionnels ont un peu de mal parfois à amener ce sujet de la protection des données au cœur des décisions stratégiques des entreprises. La certification, c'est un moyen aussi de prouver que, on est en règle. On est en règle et qu'on est reconnu comme tel. Et donc, ça peut être un différenciant stratégique aussi pour une organisation, que ça soit public ou privé, compte tenu des attentes de ses clients, de son public. Et donc, nous, on pense que ce processus de certification est aujourd'hui trop compliqué. En tout cas, on ne peut plus le faire à la main, en tout cas c'est notre conviction, c'est trop lourd. Il y a trop de normes, il y a trop de cadres, on ne peut plus se permettre de lancer trop de certifications partout, donc on n'en fait plus. C'est dommage, puisqu'il y a quand même une valeur ajoutée, je pense, assez considérable. Et donc notre objectif avec Dastra, de module conformité, c'est justement de simplifier tout ce voyage, tout ce chemin, pour faire en sorte que
cette certification ou cette conformité, elle soit assez facile à obtenir. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'engage dans cette conformité. On pense que les sujets de certification de code de conduite, c'est les nouveaux moteurs de la conformité à la protection des données. Ça permet aussi de mettre l'innovation au cœur de la conformité, de promouvoir aussi l'adoption de ces cadres et d'instaurer avec ça la confiance vis-à-vis des utilisateurs, vis-à-vis de ses clients, parce que on va pouvoir dire, écoutez, voilà, nous, on ne fait pas que répondre à un questionnaire RGPD, il se trouve qu'on est déjà certifié. Et c'est un message qui peut être extrêmement puissant pour véhiculer les valeurs d'une société, d'une organisation, et qui peut aussi faire la différence vis-à-vis de tout ce public parfois défiant s'agissant de la gestion des données personnelles. Et donc nous, c'est totalement en ligne en fait avec notre mission de base chez Dastra qui n'a jamais changé, qui est vraiment de faire cette protection des données une réalité, pas uniquement une checklist, pas uniquement voilà, on coche pas la case de la conformité une fois et puis c'est tout, mais vraiment de faire de l'infusion de cette protection de données à tous les niveaux, au niveau évidemment des équipes spécialisées, mais aussi au niveau des relais, au niveau des métiers, au niveau de tout le monde dans le principe d'accountability, et maintenant aussi avec cette démarche de conformité et de certification vis-à-vis de ses clients. Donc c'est un niveau de plus, mais qui s'inscrit totalement dans notre mission, dans notre logique. Et donc nous, notre objectif, c'est de soutenir tout cet écosystème de conformité. Ce nouveau module de conformité, il vient de sortir pour permettre de faire ça. Donc ça consiste en quoi? À lister un certain nombre de cadres réglementaires. Alors chaque entreprise choisira quel cadre il souhaite suivre. Ça peut être des cadres réglementaires standards, hein, ce qu'on vous a montré, proposés par les autorités. Peut-être c'est la première étape, mais il y a aussi des entreprises qui ont créé leur propre cadre, ne serait-ce que pour faire du contrôle permanent. Voilà, un cadre par exemple d'IA responsable, un cadre de privacy by design, ou tout un ensemble. On peut imaginer un petit peu tout ce qu'on veut, mais ce qui est certain, c'est que ça va se baser sur un cadre qui va être contrôlé, donc avec des tests et aussi des preuves. Et des preuves qui vont venir justifier d'un score potentiel, vous voyez. Et donc, c'est là où dans le processus de conformité et de certification, jusqu'à présent, il y avait beaucoup de déclarations, de déclaratoires. On va déclarer, je suis conforme, oui, non. Mais les exigences de la conformité s'inscrivent de plus en plus dans une logique de preuve. Ah, vous dites que vous êtes conforme, prouvez-le. Et donc pour ça, il faut faire un imprime écran, voilà, je ne sais quoi, des documents, fournir des preuves, et des experts externes vont vous dire, ces preuves, elles sont justifiées, elles sont acceptables ou pas. Et typiquement, nous, avec la démarche ISO 27701 que nous avons obtenue l'année dernière, il fallait prouver que Dastra dispose d'un registre de traitement. Bon, bonne nouvelle, il se trouve que nous avons nativement un registre de traitement. Donc finalement, la génération de preuves, elle est automatique avec Dastra. Et là où aujourd'hui, des vraies difficultés de processus de conformité, c'est pas tant de lister des contrôles sur un Excel, hein, ça c'est relativement facile, mais c'est surtout de générer les preuves et le faire régulièrement et d'orchestrer cette collecte de preuves qui peuvent être dispersées un peu partout. Et il se trouve que si vous avez déjà les modules de Dastra, en fait les preuves elles sont déjà là. Donc elles peuvent être générées automatiquement pour simplifier cette expérience et l'obtention finalement soit d'une certification, soit plus simplement de réussir les tests de son cadre de contrôle interne que nous aurions défini. Et donc c'est vraiment exactement ça s'inscrit tout à fait dans ce qu'on fait, et il se trouve qu'on a déjà tous les modules, toute la donnée finalement qui permet de le faire plus rapidement. Et donc ça s'inscrit, c'est ça, dans cette conformité assistée aussi par l'IA, puisque l'IA peut être un atout. Toutes les données, toutes les preuves ne sont pas forcément toujours dans Dastra. Ça dépend des cadres, ça dépend des exigences. L'IA peut aussi être un atout pour générer ces preuves si cela fait sens.
et si elles sont basées évidemment sur une réalité. Donc, vous voyez que ce soit des données directement intégrées de Dastra ou générées par l'IA en lien avec les équipes opérationnelles éventuelles, eh bien tout ça fait sens et peut apporter en fait un pilotage via des tableaux de bord qui peuvent être faits de manière collaborative pour soi, hein, pour se contrôler rapidement, efficacement, mais aussi pour les éditeurs externes qui viendraient potentiellement apposer leur sceau de certification, par exemple. Donc c'est vraiment l'objectif de ce module de conformité. Et cela veut dire, au-delà juste de ce module, nous, chez Dastra, on s'engage en fait vis-à-vis de l'ensemble de la communauté des professionnels de la conformité. Et donc, au-delà de la partie purement technique, nous envisageons aussi un certain nombre d'actions. Donc, je vous ai parlé effectivement de notre engagement vis-à-vis d'EuroPrivacy, hein, mais aussi d'autres organismes de certification et aussi de participer aussi à la recherche de la protection de données, notamment sur l'IA en ce moment, évidemment, et aussi de participer à être le relais de tous ces DPO aujourd'hui et des professionnels qui ne savent pas exactement toujours comment s'y prendre et peut-être que faire en sorte que ces cadres réglementaires ils sont un peu plus simples euh, que ce qu'on peut trouver parfois. En tout cas, voilà, nous, c'est vraiment ça, on s'engage à faire notre maximum pour que finalement la conformité soit atteinte, soit atteignable de manière la moins complexe possible. Voilà. Jérôme, tu veux peut-être rajouter un mot avant de passer plutôt sur la présentation du module? Oui, alors tu as dit beaucoup de choses et c'est tout à fait ça. Notre ambition avec Dastra, c'est de c'est donc de répondre à ces nouvelles, je dirais, nouvelles tendances des exigences réglementaires et c'est d'aller toujours sur plus d'opérationnel, surtout de réalité. Hein, ça, c'est vrai que c'est un créneau que nous on fait, on a ça depuis le début, c'est un peu notre ADN depuis Dastra. Moi, en tout cas, c'est aussi pour ça qu'on a créé Dastra. Moi, j'étais au service des contrôles à l'époque à la CNIL. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est un contrôleur à la CNIL? Eh ben, en fait, on va à la recherche de preuves. Il n'y a pas d'autre chose à faire que d'aller chercher des preuves, soit de la conformité, soit de l'absence de conformité. Eh bien, au RGPD, à l'informatique et liberté, à telle disposition normative, etc., tel référentiel. Et, et donc, c'est ça le principal sujet finalement. À la fois, c'est d'être en capacité de se dire, mais oui, je déclare que je fais quelque chose, mais je peux aussi le prouver. Et donc, il y a toute une brique, nous, chez Dastra, on a mis en place plein d'outils, vous connaissez, hein, qui sont le registre, l'exercice des droits, les incidents, piloter des politiques, des contrats, mettre en place des plans d'action, des questionnaires, à tout va. Mais tout ça, ça n'a qu'un objectif, c'est très opérationnel. C'est du suivi quotidien, du pilotage des traitements, mais c'est surtout aussi beaucoup de preuves, finalement. On ne génère que des preuves. Les questionnaires, c'est l'élément par excellence de la génération de preuves, la récolte d'informations, le fait qu'on a répondu à des questions qu'on s'est posées pour pouvoir répondre à des exigences de la réglementation, c'est très bien. Mais finalement, le suivi derrière de la conformité au règlement européen sur la protection des données ou à la norme en tant que telle, eh bien, on le pilotait assez difficilement. On avait les preuves, mais par contre, pour savoir où est-ce qu'on en est, ben, il manquait quelque chose. C'est aussi dans cet esprit-là que ce module un peu conformité, que compliance, va ici apporter cette logique un peu de suivi. Maintenant, le pilotage, d'accord. Donc, on a plein de choses qu'on met en place. Et maintenant, est-ce que tout ce qu'on met en place, ça répond à des preuves qui sont exigées par la réglementation? Est-ce que ça répond à des exigences? Et donc, cette logique un peu exigence, contrôle, preuve, donc avec des tests, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu reproduire dans Dastra. C'est une logique qui est bien connue par tout l'environnement de la cyber, parce qu'il y a toute une logique un peu GRC qu'on connaît, qu'on peut connaître, sur lequel on est aussi effectivement ici à ce niveau-là. Néanmoins, il y a cette logique GRC qui est indispensable pour pouvoir faire ce suivi. Donc vous allez voir ce module, il a vraiment cette logique de pouvoir opérationnaliser la collecte de preuves et de pouvoir opérationnaliser le suivi, tout simplement, d'une conformité.
Donc on peut derrière, demain, et c'est très important, je pense par exemple pour vous, DPO, ou autres fonctions dans les organisations, arriver avec un bilan, un tableau de bord qui peut aussi nous dire, bah voilà, nous, on a eu ça comme projet aujourd'hui, on a ça comme démarche donc, de conformité par rapport à nos règles, voilà où on en est. On a le RGPD dans notre organisation, ou peut-être dans la filiale Intel, ou peut-être juste sur notre périmètre métier qui est le plus important. Pensez à la logique ISO 27001, hein, on est un peu dans cette même méthodologie de pensée, et ce qui est très bien. Du coup, on unifie un peu parfois les choses, hein. Et on va se dire, bah, où est-ce qu'on en est là-dessus par rapport au montant total des exigences, etc. Donc, il y a une logique importante qui est ici de parler de cadre de conformité, ce qu'on appelle, nous, les frameworks. Voilà. Privilégier ce mot anglais, mais c'est tout simplement des cadres de conformité. Et Alors ces cadres de évidemment, conformité, on peut en avoir plusieurs. Ouais. c'est ça. Alors, on s'excuse déjà pour le franglais. Parfois, il y a un petit peu d'anglais dans ces présentations. Mais c'est effectivement, cette notion de cadre, la difficulté, c'est qu'il y en a plein, hein. Il y en a énormément. euh, et elles sont tous différents. Donc, il y a une grande variété. Et surtout, en fonction finalement son contexte, hein, organisationnel, sectoriel, euh, de son nature d'activité, hein. Est-ce qu'on est plus orienté B2C, B2B, etc. Et on ne va pas du tout être soumis aux mêmes exigences de conformité, pourquoi pas même aux mêmes autorités de protection, hein. On voit bien sur l'IACT que la CNIL sera là, mais et maintenant il y a quasiment une petite vingtaine potentiellement d'autorités qui va vouloir contrôler la bonne application de ces règlements. Donc chaque autorité va, en France, ça c'est rien qu'en France, chaque autorité va apporter une méthode de contrôle différente, hein. Donc ça va devenir, je pense, très compliqué à gérer de manière unifiée, puisque chaque autorité va demander un respect différent d'un cadre spécifique. Donc, or, les données, c'est les mêmes partout, hein, vous voyez. Donc, pourquoi à chaque fois recommencer à zéro? Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire avec ce module, c'est de permettre le multi-framework. Alors, en bon français, de faire des cadres multiples de réglementation, tout en conservant la possibilité d'unifier, hein, les données de base, les preuves de base, tout ça, c'est unifié dans les briques de Astra. Mais là, on va donner cette possibilité nouvelle d'avoir des tableaux spécifiques sur tel ou tel cadre, hein. Donc voilà, on a parlé d'ISO 27701, d'EuroPrivacy, mais vous voyez, rien que ces deux-là, eh bien, ils sont extrêmement différents. L'ISO, j'en ai parlé, c'est un cadre, cette certification au niveau de l'organisation. EuroPrivacy, c'est au niveau du traitement. Mais surtout, et ce qui n'est pas écrit ici, mais euh, c'est surtout que chaque entreprise va probablement créer sa propre cadre, son propre cadre de contrôle. Tout le monde n'a pas envie de se certifier, ce qu'on comprend tout à fait. Là n'est pas la question. Même si nous, évidemment, on pense que c'est positif d'aller jusque-là. Mais surtout, l'étape avant d'aller vers une certification, c'est l'étape du contrôle. Vérifier que on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Et quand on regarde la nature des sanctions de la CNIL, souvent c'est parce qu'il y a eu un déficit de contrôle, hein. Donc mettre en place un cadre de contrôle qui soit finalement une liste d'exigences associées à des tests, associées à des preuves, associées à des auditeurs, associées à des risques, par exemple, et qui sont liés également aux actifs de l'entreprise. Tout ça, finalement, c'est ce qu'on appelle de la GRC. GRC, ça existe depuis longtemps. C'est très présent dans certaines professions déjà, très réglementé. Je pense à la banque et l'assurance, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est souvent des GRC, des outils qui sont spécifiques sur telle ou telle réglementation bancaire, sectorielle, etc. Nous on a voulu concevoir un module qui n'est pas un module de conformité globale, mais qui est spécialisé sur la protection des données, hein. Donc évidemment, c'est fait pour vous, les DPO, mais aussi potentiellement pour les responsables de la gouvernance de l'IA,
qui ne sont pas forcément les DPO. Ça peut aussi être pour les RSSI qui veulent gérer des sujets aussi de protection de données. On a vu que la frontière parfois était pas toujours très nette entre les différents cadres. Parfois, il y a des overlaps, comme on dit en bon français. Donc finalement, quel que soit le professionnel, ce qui compte, c'est de pouvoir suivre son plan et de s'assurer que ce plan, il teste suffisamment et on exerce un contrôle effectif sur l'organisation pour pouvoir justifier ou non d'évolution de ce projet, mais aussi de pouvoir aller, pourquoi pas, vers une certification. Et donc tout ça, finalement, c'est ce que fait ce module de conformité d'Astra, et on l'a pensé pour qu'il soit intégré nativement avec tous les autres modules de d'Astra, qu'il soit connecté via notre marketplace d'intégration et nos API à l'entreprise. Donc, évidemment, il y a plein de cas d'usage différents. Je tiens à signaler que nous avons sorti également récemment un connecteur avec ServiceNow, par exemple, pour ceux et celles qui utilisent ça en interne dans les entreprises, ou tout simplement avec des suites Google, Microsoft, qui peuvent être utilisées par tout le monde. On a mis l'IA au cœur de ce module. Il est évolutif de nature, pour prendre en compte les standards, prendre en compte l'évolution, et il est fait pour être le plus intuitif possible, tout en étant capable de se personnaliser. Voilà, donc il y a un équilibre délicat entre les capacités de personnalisation pour que ça soit efficace sur le terrain, et en même temps l'ergonomie, la simplicité d'utilisation pour tout le monde. Et donc, comment ça fonctionne? Peut-être on va terminer là, puisque je vois qu'il ne reste plus que 5 Ouais. minutes. J'ai peur qu'on n'ait pas le temps Tu veux que de faire un je, aperçu. tu veux que je poursuive, Oui. si tu veux. Et c'est vrai que c'est très important de trouver cet équilibre entre apporter une solution qui soit simple d'accès et qui entre dans le même cadre que tout d'Astra et qui en même temps réponde à parfois quand même des exigences de suivi assez importantes. Hein. Donc c'est un module assez important, hein, en termes de développement, qui a nécessité beaucoup de choses, beaucoup de développement, et notre équipe tech est extrêmement fière. On est extrêmement fiers de notre équipe tech pour avoir développé ces différentes briques. Comment est-ce que ça va fonctionner et comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez ce qu'on appelle la première chose, le centre un peu névralgique, c'est votre cadre de conformité, ce framework. Ce framework, on a des modèles, c'est-à-dire que nous-mêmes d'Astra proposons des frameworks qui sont donc par défaut, qui vont être par exemple le premier, le RGPD. Comment suivre le RGPD? À travers un certain nombre d'exigences, de contrôles, de tests, on va voir. Et ensuite, vous avez également d'autres frameworks comme le règlement sur l'IA. Vous avez d'autres frameworks après qui arrivent, qui seront des frameworks plus sectoriels, par exemple, mais également des frameworks de certification. On a parlé de Privacy, on a parlé aussi donc, de tout ce qui va toucher à la donnée, et donc on peut retrouver aussi donc, la normalisation ISO 27001, ISO 27701, qui vont faire partie donc, de ces frameworks qui seront distribués, qui seront proposés en tant que modèles. Une fois que vous avez ces modèles, vous avez aussi la possibilité de partir de ces modèles et d'évaluer directement la conformité à partir donc de ces cadres réglementaires, mais également, et le grand intérêt, c'est de pouvoir construire son propre framework. Hein, c'est-à-dire que on va avoir souvent une PSSI, on va avoir une politique interne de protection des données, une politique interne de conformité, peut-être générale, que l'on va vouloir déployer en interne et assurer ce même suivi donc de notre propre conformité interne. Et c'est là que ce framework, il est complètement aussi personnalisable, hein, comme vous l'avez dans Dastra. Vous savez, on aime bien aussi nous donner la main à nos clients sur cette capacité de s'approprier leurs outils et ne pas les enfermer dans quelque chose qui finalement ne sera pas tout à fait adapté. Donc on va avoir ce premier cadre. Ce premier cadre ensuite va être défini à travers des exigences, ce qu'on appelle les requirements en anglais, des exigences, un certain nombre d'exigences qui, elles, donc, formeront cette colonne vertébrale. Ces mêmes exigences, eh bien, font appel à des contrôles, c'est-à-dire que on va avoir une exigence, par exemple, pour le RGPD, qui va être de tenir un registre des traitements. Voilà. Et un des contrôles qui va
donc être en support de cette exigence, ça va être, est-ce que vous mettez un registre des traitements au sens de l'article 30 qui contient les finalités, les données, etc., etc. Donc ça va être par exemple le contrôle. Donc une exigence peut avoir plusieurs contrôles qui vont permettre de s'assurer qu'on répond à l'exigence, tout simplement. Et ces mêmes contrôles qui sont présents dans ces exigences, eh bien, c'est là que l'on doit apporter de la preuve que l'on respecte la réglementation, que respecte l'exigence à travers ce qu'elle nous demande. Vous voyez, on est dans quelque chose, un peu un entonnoir, eh bien, on va avoir ici ce qu'on appelle les tests. Et ces tests, ça va être, eh bien, vous tenez un registre des traitements, prouvez que vous avez le registre des traitements. Donnez-nous, mettez le fichier du registre des traitements dans le test. Et donc ensuite, c'est ce qu'on appelle la preuve. Et cette preuve va permettre de valider ce test. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui se décline comme ceci, donc de manière plus ou moins plus granulaire, plus ou moins granulaire. Ensuite, on a tout un mécanisme derrière qui va permettre d'organiser ça. Et ça, dans le module, va permettre de faire ça très bien. D'une part, eh bien, organiser des projets de conformité. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, moi je veux évaluer la conformité de mon entreprise globale. Très bien, je vais lancer un projet d'évaluation de ma conformité de manière globale. Et dans ce projet, je vais dire, bah, je veux l'évaluer sur le RGPD. Donc je vais prendre mon framework RGPD, mais je veux peut-être aussi en profiter pour faire une évaluation dans mon projet. Voilà, on va impliquer des personnes, on va évaluer sur plusieurs cadres. C'est le règlement IA aussi. Et dans ce cas-là, je vais prendre donc ces deux cadres. Je vais identifier les exigences, je vais pouvoir en exclure, il y a tout un mécanisme, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, et qui vont ensuite me donner finalement mon cadre dans mon projet. Je vais ensuite lancer des campagnes de tests, c'est-à-dire que mes tests qui sont présents, je vais vous donner peut-être un petit aperçu quand même pour que vous ayez l'élément. Mes tests vont être réalisés par les équipes, les métiers. Donc, je vais les mobiliser pour qu'ils puissent réaliser ces tests. Vous voyez ici un exemple du module conformité. C'est une nouvelle brique qui apparaît ici, qui s'inscrit directement dans Dastra, et donc que l'on va retrouver à cet endroit-là. Je suis ici, par exemple, dans un projet qui contient plusieurs frameworks, donc le règlement IA, le RGPD, et puis un framework NIST, donc qui est un framework américain. Un certain nombre d'exigences, et je vais ici avoir des campagnes de tests qui auront été réalisées au cours de l'année pour récolter les preuves. On va récolter les preuves, donc on peut le faire plus ou moins régulièrement. Une fois qu'on a récolté les preuves, on a des systèmes de phase, vous voyez, donc on a nos exigences, on implémente, on surveille, et puis on va auditer. On va à un moment dire, eh bien, où est-ce qu'on en est de la conformité? Et c'est ici qu'on va retrouver derrière nos petits camemberts et nos pourcentages de conformité qui vont nous permettre aussi d'apporter des informations, par exemple, à notre direction de reporting, de où est-ce qu'on en est. Je vais lancer des audits sur la base de mes cadres de conformité. Je vais dire, bah voilà, très bien. Donc, on a récolté plein de preuves, ça y est, on a fait le travail un peu de débroussaillage, on a lancé le projet, donc ça nous a pris pas mal de temps, et maintenant, on est prêt pour, se faire un audit de notre conformité par rapport aux exigences. Donc, on va faire peut-être un pré-audit, etc. Et éventuellement, demain, on peut aller se faire une certification. On anticipe ce sujet-là. La certification, c'est tout simplement un audit qui va être fait par un organisme externe. Ici, je vais prendre, par exemple, un nouvel audit ou je vais prendre un audit existant ici et je vais voir le résultat donc de mon audit à chaque fois. Et pour chacun des contrôles, je vais passer en revue tous les tests et je vais dire s'ils sont conformes, partiellement conformes, non conformes, parfois non applicables, etc. Alors là, j'ai un audit qui est fermé. Je vais vous donner un autre exemple. Ici, par exemple, où vous avez ici donc un projet de conformité au RGPD et j'ai un audit qui est en cours. Je vais lancer mon audit et je vois
mon ensemble d'exigences, je complète et je vois, je n'ai plus que moi, en tant qu'auditeur, eh bien, la possibilité de passer en revue toutes les exigences et tout simplement d'aller vérifier la preuve. Et je vais regarder, tiens, alors, on a cette exigence, la preuve qui est apportée par le métier pour respecter cette exigence, eh bien, elle est telle qu'elle. Périmètre RGPD, j'ai un document, par exemple, j'ai mon intérêt légitime, est-ce que j'ai un test d'intérêt légitime qui est réalisé? Je vais pouvoir aller vérifier la preuve. Ici, bien, j'ai, par exemple, un test qui a été fait, où j'ai une preuve que j'ai un modèle de questionnaire, et là, on est dans des connecteurs internes à Dastra qui vont nous permettre de vérifier que je suis conforme, et ainsi de suite. Et ça va me permettre de pouvoir évaluer ma conformité, donc par rapport à ce cadre, pour mon projet donné. Voilà, et donc l'idée, je vois qu'on on a déjà dépassé le temps, évidemment, vous imaginez bien, il y a plein de choses à dire. On pourrait vous montrer évidemment les graphes de reporting finaux en radar, etc. Mais je pense qu'on va s'arrêter là puisqu'on a déjà dépassé le cadre. Ce sera l'objet d'une autre, peut-être d'une autre démonstration où on le fera de manière individualisée avec vous si vous nous faites la demande, bien sûr. Mais vous avez compris la logique. C'était important pour nous de revenir sur la logique de ce cadre de conformité. On est désolé de ne pas avoir pris de questions, puisque aujourd'hui, vous voyez, on était très bavard, on avait plein de choses à vous dire. Mais je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On vous remercie d'avoir participé. Donc, vous voyez, on a parlé, on a fait qu'introduire finalement ce sujet. Donc, nous avons l'occasion de nous retrouver pour davantage d'informations. Nous vous souhaitons d'ici là une bonne journée et une bonne journée internationale de la protection des données. Jérôme, je te laisse le mot de la fin. Oui, mais n'hésitez pas donc à venir nous en parler. C'est un gros sujet. Sachez que c'est la suite logique, hein. Tout le travail que vous faites, c'est l'occasion surtout de valoriser tout ce travail. Donc ce module compliance, il a vraiment aussi donc cette fonction de pouvoir valoriser tout le travail de la conformité en interne. Voilà, donc on est très heureux de pouvoir le présenter et on est très heureux de pouvoir vous retrouver plus tard à l'occasion des différents salons. N'hésitez pas à lire aussi notre newsletter qui est paru aujourd'hui, qui précise un peu pas mal d'informations. À très bientôt et merci à tous. Merci, au revoir.